Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Burundi, un membre éminent du parti au pouvoir fait défection. Gervais Rufyikiri, deuxième vice-président, annonce qu'il rejoint le camp des contestataires. Hostile à un troisième mandat de Pierre Nkurunziza, il a quitté Bujumbura et trouvé refuge en Belgique. Il est notre invité dès le début de ce journal. Au Rwanda, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade britannique à Kigali. Elles dénoncent l'arrestation du chef des services de renseignement, le général Karenzi Karake, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Y'en a marre fait encore entendre sa voix à Dakar, un mouvement citoyen national contre les coupures d'eau et d'électricité qui se multiplient au Sénégal. Reportage en banlieue de Dakar. Au Burundi, le camp du président est revenu à la table des négociations et des discussions sous l'égide de l'ONU. Hier, il avait jugé inopportun ces débats à quelques jours des législatives prévues ce lundi. Discussions qui ont lieu dans un contexte très tendu, d'autant que le camp hostile à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza grossit. On apprend régulièrement la défection d'anciens proches du chef de l'État et d'anciens membres de son parti. Notre invité est l'un d'entre eux. Il s'agit du deuxième vice-président de la République, Gervais Rufyikiri. Bonsoir, vous êtes notre invité dans le Journal de l'Afrique. Vous êtes vous-même issu du parti de Pierre Nkurunziza, le CNDD-FDD. Vous avez quitté le Burundi et fait défection. Vous êtes aujourd'hui à Bruxelles. Pourquoi avoir tourné le dos au chef de l'État et pourquoi décider de rejoindre le camp des frondeurs ? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, j'ai quitté le Burundi mercredi. Parce que je n'étais plus capable de continuer à soutenir l'attitude du président de la République, sa volonté de conduire le peuple burundais sur la voie de l'illégalité. Et comme tout le monde le sait très bien, depuis qu'il a annoncé sa candidature pour briguer le troisième mandat présidentiel interdit par la Constitution, une crise a été déclenchée par des manifestations et la crise prend une allure de violence et avec des conséquences qui ont été prévenues par ses proches mais aussi par la communauté internationale. Plusieurs voix se sont levées pour conseiller au président de ne pas briguer ce troisième mandat, notamment les évêques de l'Église catholique, les pasteurs des églises protestantes, les chefs musulmans, les leaders des partis politiques, la société civile, mais aussi la communauté internationale. Mais il a fermé les oreilles à tous ces conseils qu'il recevait de gauche à droite. Qu'est-ce que vous lui demandez clairement ce soir, Pierre Nkurunziza? Qu'est-ce que vous lui demandez à Pierre Nkurunziza, le président burundais? Vous lui demandez d'annoncer qu'il n'est plus candidat? C'est ça que vous attendez de lui aujourd'hui? Oui, il devait immédiatement annoncer qu'il n'est plus candidat à ce troisième mandat. Comme ça serait d'ailleurs un signal fort qu'il est prêt à s'approprier les décisions qui ont été prises par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et qui donnait des pistes de voies de sortie pour que le Burundi ne s'enfonce pas davantage dans cette crise. Et justement, vous évoquiez la violence. Il y a eu une multiplication des attaques à la grenade, notamment ces derniers jours. Est-ce que justement le fait de quitter ce camp présidentiel, est-ce que ça ne risque pas de plonger le pays dans le chaos, de déstabiliser le pays encore plus ? Bon, j'ai pris cette décision de quitter le pays parce que d'abord, je sentais des menaces personnelles, parce que j'avais pris justement cette position depuis le Conseil des sages du mois de mars où nous avons exprimé clairement notre position au président de la République pour lui demander de ne pas continuer donc, à penser à ce troisième mandat. Et effectivement, comme la plupart des membres du CNDD-FDD, tout comme aussi tous ceux qui sont opposés à ce troisième mandat sont menacés, je crée aussi des menaces personnelles où j'avais déjà commencé à avoir des signaux et nous pensons que peut-être de cette manière on peut donner aussi des messages clairs et contribuer plutôt à la recherche d'une solution pour que le Burundi soit épargné de cette crise. On a appris la défection de plusieurs personnes, anciens proches du chef de l'État, également des opposants, des militaires, hein, ceux notamment qui avaient tenté de faire un coup d'État. Est-ce que vous êtes en contact avec certaines de ces personnes qui ont quitté également le pays, le Burundi ? Bon, oui, plusieurs personnes. D'abord, le mouvement de contestation contre le troisième mandat rassemble
des Burundais qui appartiennent à plusieurs organisations politiques, mais aussi la société civile. Et aussi au niveau du CNDD-FDD, beaucoup de membres ont pris cette option de se prononcer clairement contre ce troisième mandat. Et il y a des membres qui ont occupé des postes importants dans le CNDD-FDD, notamment le porte-parole du parti CNDD-FDD, Onesime Nduwimana, et l'ancien porte-parole du président de la République, Leonidas Hatungimana, mais aussi la présidente l'ancienne présidente de la Ligue des femmes, Geneviève Kanyang, et ainsi que d'autres, notamment les députés comme Moïse Buchumi, qui fut aussi ministre, et d'autres députés comme Aimé Nkurunziza, mais aussi Oscar Ndayiziga. Et bien sûr, d'autres personnes qui quittent les corps de forces de défense et de sécurité, comprenant des officiers supérieurs, mais aussi des officiers subalternes et des autres membres de ces corps. Merci. Et pour dire que c'est un mouvement qui rassemble des personnes de plusieurs catégories. Merci Gervais Ruffikiri d'avoir été l'invité du Journal de l'Afrique. On voit au Rwanda à présent, le Rwanda qui ne digère toujours pas l'arrestation du chef des renseignements. Entre 200 et 300 personnes ont manifesté ce mercredi devant l'ambassade britannique à Kigali pour protester contre l'interpellation ce samedi à Londres du général Karenzi Karake, visé par un mandat d'arrêt émis par l'Espagne dans le cadre d'une enquête sur le meurtre de 9 ressortissants espagnols au Rwanda. Accusation intolérable pour ces manifestants contre un officier de l'ex-rébellion Tutsi du FPR qui a mis fin au génocide de 1994 au Rwanda. On écoute un manifestant. Je ne sais pas combien de temps il faut à l'Europe et à tous ces pays de comprendre la vraie histoire du Rwanda. Arrêter ceux qui ont libéré ce pays du moment où ces pays-là étaient ici, ont tous échappé au devoir de sauver la population contre un génocide qui débarquait déjà. Et après 21 ans, ils reviennent non pour punir ceux-là qui ont fait le génocide, mais pour attaquer ceux-là qui ont stoppé le génocide que eux n'ont pas pu faire. Ils manifestent contre l'insulte qui a été lancée contre le Rwanda et le leadership du pays. Ils manifestent contre la négation du génocide, d'avoir arrêté un membre de l'armée qui a arrêté le génocide et membre de l'armée qui a libéré le pays. C'est une insulte pour le Rwanda. La France dénonce la violence contre un journaliste et réclame des explications. L'envoyé spécial de RFI, Radio France Internationale, a été expulsé Manu Militari du Tchad. Hier, Laurent Corot affirme avoir été giflé et emmené de façon musclée par des agents de la police des airs et des frontières en direction de l'aéroport. Il se trouvait avec le défenseur des droits de l'homme, Reed Brody. Écoutez. J'ai demandé de voir exactement qui ils étaient, des badges. Et en fait, quand j'ai voulu prendre avec mon iPhone une image du badge, il y a un des agents qui m'a giflé sur le genou. En même temps qu'ils ont maîtrisé Laurent, ils l'ont giflé aussi. Reed Brody de Human Rights Watch, le journaliste de RFI qui venait faire une série de reportages en vue du procès de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré qui démarre à Dakar le mois prochain, assure qu'il avait bien fait toutes les démarches et qu'il avait obtenu l'autorisation verbale de commencer à travailler. Écoutez ce que dit le ministre tchadien de la communication. Monsieur Laurent Corot, bien qu'étant entré légalement au Tchad, n'avait pas obtenu encore son agrément. Il a fait des démarches au niveau du ministère de la Communication. Et pendant que son accréditation était en circuit, il s'est mis à travailler au noir. Et c'est comme ça qu'il a été chopé par les services de sécurité et qui l'ont expulsé. Malheureusement, quand ils sont venus vers lui gentiment pour lui demander de bien vouloir le suivre, M. Laurent Corot a opposé une résistance qui a provoqué une bousculade. L'inquiétude à Djouba, au Soudan du Sud, où les autorités craignent une nouvelle épidémie de choléra. On assiste à une flambée des cas depuis le début du mois de juin. Une vingtaine de personnes sont décédées. Les premiers malades se trouvaient dans les camps de l'ONU où s'entassent des milliers de déplacés dans des conditions souvent très précaires. Une situation qui embarrasse les Nations Unies. Shona Bhattacharya. À l'intérieur de ces cartons, des médicaments pour éviter une nouvelle épidémie de choléra. Plus de 30 000 réfugiés vivent dans ce camp surpeuplé de l'ONU, près de Djouba, la capitale.
Nous travaillons en particulier sur la prévention auprès des enfants qui souffrent déjà de malnutrition et qui sont particulièrement vulnérables au choléra. Dès le début, des diarrhées aiguës et des vomissements, ils se déshydratent très rapidement et donc la guérison peut être extrêmement compliquée. Mais ces malades, vous ne les verrez pas. L'ONU refuse pour l'instant d'autoriser les journalistes à filmer, car les premiers cas ont été recensés à l'intérieur du camp des Nations Unies avant de se propager dans la ville. Ce n'est pas l'ONU, mais le ministère de la Santé du Soudan du Sud qui a annoncé ce début d'épidémie. 18 personnes ont déjà perdu la vie. L'épidémie a commencé le 1er juin. Et depuis, il y a eu 170 cas de choléra suspectés. Depuis le début du conflit en décembre 2013, c'est la deuxième poussée de choléra dans le pays. L'année dernière, plus de 6400 personnes avaient été infectées, avec 167 morts. L'actualité en bref dans le reste du continent. Une attaque suicide à la voiture piégée à Mogadiscio a fait au moins 6 morts, dont 4 civils en Somalie. Le kamikaze visait un convoi de l'ambassade des Émirats Arabes Unis qui circulait dans la capitale somalienne. L'opération a été revendiquée par les islamistes Chebab. En Afrique du Sud, le juge qui avait interdit au président soudanais Omar el-Béchir, inculpé par la CPI de quitter le territoire, demande l'ouverture de poursuites contre le gouvernement de Jacob Zuma. Recherché pour génocide au Darfour par la Cour pénale internationale, le chef de l'État soudanais était parti avant la fin du sommet de l'Union africaine le 15 juin dernier et avait pu regagner Khartoum. Au Sénégal, une campagne de mobilisation citoyenne contre les coupures d'eau et d'électricité qui paralysent de nombreux quartiers de la capitale a été lancée à l'initiative de Y'en a marre. Le mouvement promet de grands rassemblements citoyens après le Ramadan, mi-juillet, pour exiger des autorités une solution définitive. Les habitants des quartiers les plus touchés n'en peuvent plus de ces délestages. Reportage sur place de Sarah Sako. Il n'y a rien. Et ici non plus, il n'y a pas d'eau. 5 jours sans une goutte d'eau, rien d'extraordinaire pour ces habitants de Skaturbam. Dans ce quartier, se ravitailler en eau est même une corvée quotidienne. De quoi énerver les riverains. On n'a pas de l'eau, billahi. Chaque jour, on se lève à 3 h du matin ou 4 h du matin pour puiser de l'eau. C'est pas normal ça. On est à Dakar. Dakar connaît un regain de délestage ces dernières semaines, en eau, mais aussi en électricité. Nous sommes cette fois à Yeumbeul, une banlieue de la capitale, entièrement plongée dans le noir. Le long des rues, des groupes de jeunes tuent le temps dans l'obscurité. Leur mécontentement est vif. On est là, on sort de l'entraînement, on ne peut même pas prendre de douche à cause des coupures de courant. La maison est dans l'obscurité, il fait très chaud. Ces coupures nous dérangent beaucoup. On paie nos factures, mais ils n'arrêtent pas de couper et ça détruit nos appareils. Difficile de mesurer l'ampleur exacte de ces coupures à travers la ville. Une chose est certaine, l'exaspération est d'autant plus grande en cette période de Ramadan. À un moment de Ramadan, c'est très difficile parce que si tu jeûnes jusqu'à la soir, tu n'as pas de courant, tu ne pourras pas avoir de l'eau froide ni rien, quoi. En début de semaine, les autorités ont réagi en remplaçant de hauts responsables du secteur de l'énergie. Rappelons qu'en 2011, des délestages intempestifs avaient provoqué de violentes manifestations à travers le pays. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue tout de suite sur France 24.